Alors, les caisses, pour les caisses, d'abord, je vais faire un tout petit retour en arrière parce que les textes ont changé, ont évolué, et des notions notamment qui sont importantes pour comprendre les notions, il faut piger ce qui s'est passé et les petites difficultés qu'on a eues avec l'administration fiscale. Bon. En 2015, donc 2 ans, fin 2015, pour la loi de finances 2016, on nous a sorti l'article 88. L'article 88 qui nous dit que les obligations des caisses, celles qu'on appelle obligations des caisses, vont concerner l'ensemble des logiciels où on me dit à partir du moment où je vais enregistrer une recette au moyen d'un logiciel de comptabilité, de gestion ou un système de caisse. Comptabilité, on a le FEC, c'est quoi cette histoire? Dans ce cas-là, j'aurai un certain nombre d'obligations. Bon. Ça donnait l'objet, alors si vous voulez rigoler, ou ça va peut-être vous faire pleurer aussi. Celui-là, je ne vous le conseille pas, le BOI, sauf si vraiment vous voulez vous foutre de l'administration fiscale. C'est un BOI, clairement, ils nous ont dit, on ne comprend pas, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? On leur a dit, nous on ne comprend pas non plus. Il faut dire que faire rentrer dans une même obligation des logiciels de compta, de gestion et de caisse, je vous dis pas le résultat que ça peut donner. Donc c'était une horreur, donc on passe vite celui-là. Juste si vous voulez rigoler, vous allez le voir. Bon, ou pleurer, vous savez pas. Vu le désastre qui s'annonçait, on a un communiqué de presse du ministre Darmanin, Gérald, celui qui nous aime bien en ce moment, avec qui on parle de non-horaires pour le pass, des choses comme ça. Il faut que j'arrête de dire. Hein. Et qui va nous dire, non, votre truc, c'est pas possible, il fait un communiqué de presse, on doit ramener l'obligation aux caisses, et on arrête de tout mélanger. Ça, là, je vais lui dire, bravo. Bon. Sauf que, entre ce que dit un ministre et le gouvernement dans ses intentions, dans l'exposé des motifs, et le texte que va lui pondre l'administration fiscale, il y a souvent des différences. Et donc, on a un projet de loi de finances, l'article 46, de mémoire du 27 septembre. Ouais. Je sais bien, parce que j'ai fait pas mal d'amendements sur cet article-là, où on savait que, juste avant ce projet de loi de finances, on avait une FAQ de l'administration fiscale, donc fort aux questions, qui avait déjà commencé à nous dire que, ils étaient d'accord avec nous, qu'on était en obligation de caisse à partir du moment où on ne faisait pas de facturation. Là, pour l'instant, on était d'accord. Sauf que pour eux, il n'existe qu'un type de facture, c'est la facture interentreprise, telle que prévue à l'article 289, donc la facture obligatoire. Et quand je facture un particulier, ce n'est pas une facture. Donc on a bien vu qu'il commençait à y avoir un loup dans le truc. Moi je reçois ça, j'étais en atelier au congrès, je vois ça, tout de suite, boum, j'ai commencé à préparer, on a fait un groupe de travail vite fait pour aller déposer des amendements, parce que comment mélanger les obligations de caisse avec des obligations d'un logiciel de facturation? Et comment faire une différence entre le fait de dire si elle effectue des livraisons et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, on est d'accord. Si je ne fais pas de facture, qu'on considère que je suis en caisse sur un encaissement, jusque-là, ça me va bien. Sauf qu'on a rajouté 3 mots au titre de l'article 289. Et 289, l'article 289, c'est l'obligation de facturer interentreprise. Donc, grosso, on me dit, si vous ne faites pas une facture interentreprise, si vous faites une facture à un particulier, vous êtes dans l'obligation des caisses. Une facture dans l'obligation des caisses. Donc, ça commence à être une espèce de truc. Grosso modo, ce qu'ils avaient perdu de l'article 88, ils essayaient de nous le reglisser par derrière. Bon. L'interprétation de ça, c'est un petit poil compliqué. Allez, là, je vais revenir près de mon tableau. En rouge, c'est je suis en dehors du champ des obligations de caisse. Ce que je vous raconte, c'est au slide suivant, hein, donc je ne vous passerai pas le suivant, mais je préfère rester sur le schéma. Donc grosso modo, qu'est-ce que je vais vous dire? Quand je suis en rouge, je ne suis pas dans le champ des caisses, des obligations sur les caisses, et quand je suis dans le bleu, j'y suis. Alors déjà, ce qui est fantastique, oui, le courrier Darmanin, il est sorti suite, le communiqué de presse, il est sorti suite à une intervention des fédérations d'auto-entrepreneurs qui ne sont pas dans le champ. C'est bien en France, quand on n'est pas concerné, on arrive à faire passer un truc. Et quand on râle et qu'on est concerné, on a plus de mal. Bon, donc,
on va prendre le schéma pour voir qui est-ce que j'élimine et qui est concerné. Hein. Donc c'est très clair, dans tous les assujettis à TVA, je vous rappelle qu'un assujetti à TVA, même s'il ne paye pas de TVA, c'est un assujetti. Par exemple, les professions de santé sont des assujettis à TVA. Un médecin est un assujetti à TVA. D'accord ? Qui a un taux zéro, s'il y a des prescriptions, s'il y a des ceci, c'est cela. Voilà. Donc on a exclu dans les assujettis à TVA les gens qui sont en franchise en base, les micros, les auto-entrepreneurs dans la limite des 33 et 80 000. Voilà, donc ça, ils sont hors champ. Auto-entrepreneurs, pareil, dans les mêmes limites. Voilà. Et on a quand même sorti justement toutes les professions de santé, toutes les professions d'enseignement, et puis tout ce qui est vente de produits d'occasion. Voilà. Donc tout ça, c'est sorti. On n'en parle plus. Dans les autres personnes, qui sont des gens soumis, assujettis à TVA, soumis à TVA, qu'est-ce qu'on me dit ? Si vous faites une facture à un professionnel, B2B, vous n'êtes pas dans le champ. On vous rappelle quand même ce qu'on va dire tout à l'heure dans la facture, on vous rappelle quand même, n'oubliez pas qu'il y a la piste d'audit fiable, même si on n'en parle pas encore beaucoup à l'administration, le jour où ça va venir, ça va nous embêter un petit peu, on va en parler tout à l'heure. Si je fais soit des encaissements, système de caisse, soit des factures à des particuliers, du B2C, je suis dans l'obligation. Et dans ce cas-là, quand on parlait ce matin de retour en arrière, dans ce cas-là, attention, si j'ai un logiciel de facturation, je suis dans l'obligation. Si je facture à la main, je ne suis pas dans l'obligation. On parlait de retour en arrière, hein, désolé. Alors, je vais prendre un exemple tout simple, un organisme que vous ne connaissez pas bien, un cabinet d'expertise comptable. En général, il a que des clients professionnels ou associations ou sociétés ou fédérations, enfin, ou des personnes morales. Voilà. Il a peu de personnes physiques en nom propre, qui ne soient pas des professionnels. Donc, on va dire, chic, je suis par là. Sauf qu'en ce moment, j'ai le malheur de faire de l'impôt sur le revenu et de l'IFI. Je les facture ou je ne les facture pas ? Si je les facture, pardon, excusez-moi, professionnel, je me suis trompé, j'étais ici, voilà. Mais si je fais des factures d'impôt sur le revenu ou d'IFI, je suis là. C'est-à-dire que mon logiciel de facturation du cabinet, si je fais une facture d'impôt sur le revenu ou d'IFI, parce que ce n'est pas un chef d'entreprise, parce que c'est des retraités, c'est des anciens clients à qui je fais les déclarations tous les ans. On en a tous comme ça, qu'on revoit une fois par an, qui viennent nous revoir pour faire leurs déclarations. Dans ce cas-là, attention, je suis dans l'obligation des caisses, parce que je fais une facture à un particulier. Tel point que certains me disent, est-ce que je ne vais pas faire, pour les particuliers, parce que j'en fais 5 par an, un truc avec un carnet, je reviens avec vous pour la discussion du retour en arrière, pour pas m'en kikiner avec tout ça, pour avoir que du B2B, et ben pour les 3, 4, 10 factures en particulier, est-ce que je ne ferais pas un truc manifold avec un cahier à la main ? Bon, voilà. Alors on va voir, on peut peut-être faire autre chose après. Bon. Donc attention, et là, si je suis à cette obligation-là, je dois avoir un logiciel qui soit certifié ou attesté, c'est ce qu'on va voir les obligations après. Voilà, donc un champ quand même d'intervention, c'est pour ça que je me suis permis le titre dans le... j'ai mis les caisses ou facturation à des particuliers, parce que la facturation à des particuliers est dedans, ce qui nous embête bien quand je pense à beaucoup de mes clients, notamment les artisans, qui font en très grosse partie de la facture à des particuliers. Maintenant, j'ai 4 obligations, donc les systèmes de caisse. Quelles sont les obligations de l'article 105, qui a modifié l'article 286, grand 1, troisièmement du CGI. Les obligations, 4. Il faut que j'assure l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. Je ne dis pas lesquelles, parce que je ne suis pas encore sûr desquelles. Alors, on voit très bien sur les caisses comment ça peut fonctionner. On a un petit peu plus de mal quand on est dans de la facturation. Alors, pour les logiciels, on a quand même réussi à faire noter qu'une facturation à un particulier, qu'une vente comptant avec facture ou une vente comptant avec caisse et édition d'un ticket de caisse ou d'une note de frais,
c'était pas de même nature. On a quand même réussi à faire scinder plusieurs cas de figure aux impôts. Je pense, oui, parce que le dernier slide, je vais vous dire ce qui pourrait être dans le BOFIC qui nous était promis pour cette semaine et qu'on nous a retardé de 15 jours. Oui, donc là, je vous parle de choses, à la fin, je vais vous mettre des choses, et vous ferez attention, il y a bien un conditionnel dedans, c'est-à-dire des discussions qu'on a avec la DGFiP et de ce qu'on pense savoir aujourd'hui s'ils n'ont pas changé d'avis dans la rédaction finale. Alors, pardon, pour les clôtures de caisse, bon, ça, il n'y a pas de problème. Si, quand même. Donc, les caisses doivent prévoir une clôture, ce qu'on appelle le Z, quotidien, mensuel, annuel. Et on va voir après aussi qu'on doit garder les totaux perpétuels. Ah, on s'est pris perpète sur ce coup-là en plus. Bon, c'est pas joyeux, nécessairement. Et avec tous ces calculs intermédiaires qui doivent être conservés et rendus inaltérables. Le mot inaltérable, on va le voir juste après dans le Code civil, ce qui veut dire intègre, non modifiable et certifié. Donc définition de ces termes qui n'est pas très claire et qu'on attend un petit peu. Le BOI ne va pas nous donner pas assez de définitions là-dessus malheureusement. Et puis la conservation avec une obligation d'archivage au minimum annuel. Tous ces termes-là, on va y revenir cet après-midi. Soit au moins annuel, soit si jamais je fais des purges parce que j'ai une caisse qui est tellement grosse que hypermarché notamment, que je suis obligé de vider de temps en temps les détails et d'archiver, mais je dois quand même maintenir tous les cumuls et les totaux dedans. Donc tous les grands thèmes qu'on doit aborder dans les textes et qu'on attend au point de vue confirmation, donc notre champ d'application malheureusement on le connaît. Non, on ne le connaît pas. Non. On est dans un rôle de pays, hein. Donc il y a des lobbying, voilà. Donc notamment le président de la République a promis au MEDEF et à la FEVAD, la Fédération de vente en ligne, qu'il ne serait pas touché et l'administration fiscale n'est pas d'accord. Donc c'est encore en arbitrage interministériel. À aujourd'hui, ce n'est pas encore décidé si le e-commerce sera concerné ou pas. Je vous le mets dans le dernier slide. Mais donc, bon, c'est quand même terrifiant. C'est un texte applicable depuis le 1er janvier 2018. Hein. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas encore qui est dedans. Au e-commerce près. Qui quand même pas tout à fait négligeable, parce qu'on a quand même beaucoup de commerçants qui ont du classique et du e-commerce. On a beaucoup de clients qui font les deux d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que des e-commerce. Quand on fait du e-commerce, ce n'est pas que des e-commerçants. Alors, l'inaltérabilité, ça, ils nous disent, surtout, on ne veut pas vous donner de procédé, vous vous démerdez, mais donc il faut surtout que tous les tickets, tous les justificatifs ne soient pas modifiables et que vous ne puissiez pas en insérer. Donc, à part le scellement et relier un ticket au précédent en reprenant des éléments, on ne sait pas bien comment on peut faire ça. Donc, quasiment, il y a une quasi-obligation. Les données de caisse à sceller ou à archiver, donc à conserver de façon permanente. Ouais, donc en plus du quotidien, du mensuel et de l'annuel, il y a le perpète. Donc c'est-à-dire les totaux de la caisse depuis qu'elle a été mise en route, je dois les garder. Et quand je change de caisse, elle reprend à zéro, bien sûr, puisque c'est le total sur la durée de vie du logiciel. C'est pas une nouveauté, hein, dans d'autres pays, en Autriche. Un commerçant qui veut démarrer une caisse, il initialise sa caisse sur le site des impôts. Donc et tous ces aides et tous ces chiffres sont transmis quotidiennement. Donc il est en connexion directe avec la plateforme de l'administration fiscale. Donc quand on dit qu'en France, on y va un peu fort, voilà. C'est ce que je vous disais ce matin, hein, c'est un mouvement vraiment complet, on n'y échappera pas. Donc ça c'est important. Et puis bon, le scellement, il peut être fait en interne, il peut être fait... Donc vous avez beaucoup, ou par un tiers archiveur, ou dans un coffre-fort numérique, tout ça, on va voir ces notions-là cet après-midi. Voilà. Et très clairement, ça veut dire, oui, très clairement, le scellement, la signature électronique, on peut pas faire sans. Et la plupart des caisses, soit font un scellement en ligne, quand c'est des tablettes qui sont en cloud, en SaaS, soit ils le font carrément dans la caisse, des caisses comme JDC par exemple, il y a un certificat numérique dans la machine, qui scelle tous les, je vais revenir sur ce terme-là juste après, vous affolez pas, qui scelle tous les tickets. Alors, pour prouver
pour prouver que je respecte, là je reviens chez nos clients maintenant, hein, avant d'avoir dit quelles sont les obligations que les constructeurs ou les éditeurs doivent mettre en place, maintenant chez le client comment ça se passe? Le client, il doit pouvoir prouver que le produit qu'il utilise, la caisse ou le logiciel, est conforme à la législation. Et quel est le moyen qu'on a trouvé pour le prouver? Il doit détenir soit un certificat d'un organisme certificateur, ça c'est pour les caisses, vraiment pour ce qu'on appelle nous les caisses enregistreuses, d'accord? Et si c'est un logiciel, de caisse avec d'autres fonctions de vente, si c'est un logiciel, soit c'est une certification, soit c'est une attestation par l'éditeur. C'est très amusant. Il y avait une pub il y a 2-3 jours là, sur un éditeur qui se certifiait conforme à un texte qui n'est pas sorti. Bon. Voilà. Alors on voit de tout hein, en ce moment, hein, mais je vais quand même vous dire, on a trouvé une solution quand même pour ne pas laisser trop de vide juridique, parce que sinon... Ouais. Alors comment le vérificateur va faire? Il va rentrer dans l'entreprise, il va aller dans l'entreprise sans prévenir, voilà, aux heures d'ouverture quand même, c'est quand même prévu que c'est aux heures d'ouverture de l'entreprise, ok, et puis il va lui dire, montrez-moi votre attestation ou votre certificat. Alors, vous ne l'avez peut-être pas sous la main parce que vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez 30 jours pour me le donner. Si vous ne le trouvez pas, si vous ne l'avez pas, c'est 7 500 €. Et j'ai le droit de revenir dans 2 mois. Alors chaque fois 2 mois, 30 jours, il peut venir 4 fois dans l'année. Ça fait 30 000. Plus comptabilité non probante et tout, enfin plus ce qui va suivre après derrière. Bon. Donc ça veut dire aussi que ça fout une trouille terrible chez nos clients, chez les commerçants et chez tous nos clients qui font des factures. Donc aujourd'hui ça bouge beaucoup quand même, voilà. Et alors sur les certificateurs, on a 2 certificateurs aujourd'hui. Celui qui fait le plus de caisses, c'est InfoCert, donc avec la NF 525, donc une norme personnelle qu'ils ont inventée. Hein, donc il y a une certification NF 525 qui est en général, ça c'est les caisses enregistreuses sur place ou en ligne, il y en a beaucoup qui sont InfoCert, et en général carrément le certificat il est dans la machine. Vous savez, c'est numéro de série, N numéro de série, boum, certificat, floum, il apparaît à l'écran. Voilà. Bon, c'est très bien quand c'est comme ça évite d'aller chercher ces bouts de papier dans tous les sens. Bon. Là, le certificat, il est bien attaché à un matériel, c'est-à-dire que les 1500 matériels en France ont tous le même certificat, ils montrent tous le même certificat, il n'est pas nominatif à l'entreprise qui l'utilise, il est vraiment attaché à la machine. Et le deuxième, c'est LNE, c'est Laboratoire National d'Essai. En général, ils sont plus spécialisés plutôt sur les systèmes d'information. On les voit beaucoup en système de pesage. C'est les spécialistes pour c'est eux qui certifient toutes les balances électroniques que vous pouvez avoir dans les magasins. Bon, ça c'est surtout leur spécialité. Donc ils ont fait de la caisse également. Alors, par contre, oui, la certification ne couvre pas la fonction d'archivage, mais on va en parler à la fin. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2018? Parce qu'avec tout ça, vous allez me dire, vous êtes gentil, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un truc qui est obligatoire, mais on ne sait pas comment ça marche. Alors, là, quand même, c'est un domaine sur lequel l'administration fiscale n'était pas à l'aise du tout, parce qu'ils ont tellement mélangé les genres, leur premier texte, ils n'y comprenaient rien, que là, ils nous ont quand même dit, on a fait un groupe de travail, donc à l'Académie, qui regroupe aussi bien sûr, l'ordre, mais qui regroupe aussi les éditeurs, qui regroupe les éditeurs, le LNE fait partie du groupe, on retrouve des gens comme Auchan, Berger-Levrault, enfin tous les gens qui font de la facture de l'État, les grands facturiers, les intégrateurs, enfin on retrouve beaucoup de monde. Et donc ça permet, ce groupe de travail est l'interlocuteur presque unique, hors lobbying, des gens qui passent en direct par le président. Hors lobbying, c'est le groupe qui est l'interlocuteur. Ils nous ont demandé de nous regrouper pour ne pas être obligé de voir à chaque fois qu'il y a une mesure 50 personnes. Et là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ils nous ont filé en mars le projet de BOI. Alors d'habitude, ils nous disent, on vous fournit de temps en temps, pas toujours, rarement, on nous fournit un projet de BOI, puis on dit, faites vos remarques. Là, ils nous ont dit, non, on vous l'envoie en Word, vous pouvez modifier dans le texte direct. C'est vous dire qu'ils étaient très 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 à l'aise, puisque
on a quand même beaucoup modifié dans ce BOI, bon, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ils nous ont dit verbalement que quasiment ils avaient pris toutes nos modifs. Bon, on va bien voir à la sortie, je vais comparer ma version modifiée avec ce qui va sortir, donc je suis un petit peu curieux là. Et donc surtout, on a mis en place une solution intermédiaire, parce que quand ils nous disent, ils ont dit, bon, le texte a complètement changé, on n'a pas encore le BOI, ça s'applique au 1er janvier, on ne veut pas repousser la mesure. Donc on va faire une tolérance pour 2018, mais quand même la mesure, en théorie, s'applique bien, on ne la repousse pas. Voilà. Donc on ne fait pas comme le pass, on ne repousse pas d'un an pour se rendre compte qu'on ne peut rien modifier parce que tout est prêt. Et donc là, alors dans ce cas-là, on a fait un modèle d'attestation. Or, ça peut vous faire sourire quand vous allez lire. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Un éditeur, il ne connaît pas la règle du jeu, donc et après, il faut le temps qu'il modifie ses logiciels. D'accord? Donc l'éditeur va faire un courrier à l'administration fiscale pour lui dire, voilà, je m'engage à entrer dans la démarche d'attestation et à le mettre en œuvre dès que je connaîtrai le référentiel. Je m'atteste par rapport à quoi? Donc il faut un référentiel pour ça. Donc nous, le groupe de travail, on a dit dès qu'on a le BOI, dans les 3 mois, le référentiel va sortir. Ce qu'il faut après 12 mois de mode de déploiement. Donc c'est un truc qui nous amène fin d'année 2019 à peu près. Donc très clairement, l'éditeur va faire une attestation quand même. Alors d'abord, il va écrire aux impôts pour dire je m'engage à m'engager dans la mise en place de l'attestation dès que j'aurai le référentiel. Voilà. Et donc, il a le droit, on a validé un modèle avec la DGFiP pour dire, grosso modo, il va faire une attestation à l'entreprise disant « j'atteste que je suis en cours d'attestation ». Voilà, pour être un peu rapide, pour résumer les deux phrases. Voilà. Et donc, pour ne pas laisser, oui, puisque l'entreprise, moi, mes clients, je leur ai écrit en janvier en disant « exigez votre attestation ou votre certificat auprès de votre fournisseur ou votre éditeur de logiciel ». Donc, c'est normal, le client, il a une obligation sur le dos, il veut se couvrir, attendez. Donc bon, c'est pour ça qu'on a fait une espèce de bazar pour permettre de dire sur cette période un petit peu probatoire, sur cette période de mise en place, il faut trouver une solution. Voilà. Donc le référentiel sortira 3 mois, dans les 3 mois, il a bien avancé, mais comme on a des précisions qu'on ne connaît pas, donc il sortira dans les 3 mois qui suivront la sortie du BOI pour permettre après au logiciel de mettre en place, et donc avec des précisions attendues sur le e-commerce. Commerce en ligne, donc arbitrage interministériel et présidentiel. Voilà, on verra bien quand ça sortira. Voilà pour les caisses un petit peu, mais ça, il faut bien avoir en tête ce calendrier, parce que là, c'est pareil, c'est vos clients qui vont demander à être rassurés, parce que c'est un peu la panique à bord quand même, j'ai une obligation et je ne sais pas comment la mettre en œuvre. Non. Dans le e-commerce, supposons qu'un client ait conçu son logiciel de facturation, ouais. Il sera complètement l'obligation de se faire certifier. Une certification, 25 000 euros. 25 000 euros, une certification. Donc il n'a peut-être pas trop intérêt à trop bricoler. Il a intérêt à pas trop bricoler et à aller chercher un logiciel. Ça lui coûtera peut-être moins cher que de le faire lui-même. Surtout qu'en plus, il sera peut-être... Ah oui, si jamais il est dedans. Voilà, ça c'est... je prends bien quand même la précaution. Hein. Le BOI devrait paraître, et là je vous ai mis un peu de conditionnel partout. Hein, voilà. Et dans les premières... Ah pardon, non, j'ai oublié un slide, excusez-moi. Mon conditionnel, il est derrière. Selon nos échanges du 2e trimestre, voilà quand même les grandes lignes qu'on a pu avoir dans nos échanges avec l'administration fiscale. Donc les éléments pourraient être précisés. Hein. Excusez-moi, le pourrait, là, il est lourd. Alors... on se rend compte que chez nos clients, enfin chez nos petits clients, pardon, je ne sais pas si vous avez regardé chez vous, moi j'ai commencé à regarder, parce que depuis janvier, aux arrêtés de bilan, j'ai fait un petit questionnaire, j'ai fait remplir un questionnaire sur les caisses et sur la facturation à mes clients, pour savoir ce qu'ils avaient comme système. Parce que souvent, on a les factures de nos clients, mais on ne sait pas nécessairement quel logiciel, quel truc ils utilisent. S'ils ont un logiciel, on le sait bien, quand ils font les factures à la main, comment ils les font. J'ai 80% de Word et d'Excel. Pour les gens qui n'ont pas de logiciel. Et donc, la vraie question aussi, c'est Word et Excel sont-ils un logiciel de facturation? On a réussi à obtenir, enfin là, sous réserve, que ce soit bien confirmé,
on a réussi à obtenir de considérer qu'une facture faite à partir d'un logiciel de bureautique était considérée comme une facture manuelle. Donc pour mes quelques factures d'impôts et puis d'IFI, je ne serais peut-être pas obligé de revenir au carnet à souche pour les faire. Je pourrais peut-être avoir une facturation en particulier sous forme Excel. Ça sera moins pire quand même que le carnet à souche. Bon. Alors, on a aussi, logiquement, ils retiennent nos solutions, parce qu'on leur a dit, attendez, votre histoire de clôture pour les caisses et pour une facturation, ça n'a rien à voir. Une facturation, ça se clôture à l'année comptable. Donc ça, ils ont admis qu'il n'y avait pas un Z de facturation quotidien, mensuel, annuel. Donc simplement, il n'y aurait qu'une clôture annuelle, heureusement, parce que c'était injouable, infaisable pour la facturation. Voilà. Et puis l'archivage électronique, ça inquiétait beaucoup les éditeurs qui savent pas en faire, hein, parce que les éditeurs de gestion savent intégrer de la signature, ce qu'on va voir cet après-midi, du coffre de l'archivage. Donc ils ont obtenu de dire, voilà, l'éditeur pour l'archivage, il fait une archive, mais il n'a pas l'obligation d'aller mettre un système d'archivage par derrière, c'est l'utilisateur qui choisira son prestataire. Ça vaut mieux parce que vraiment ils sont paumés là-dessus. Ils ont beaucoup insisté, je trouvais que c'était plutôt sage et raisonnable, et voilà. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait sortir de ce texte que moi j'attends avec grande impatience.